Et si la couleur de la peau ne définissait ni la valeur, ni les capacités, ni les compétences, et encore moins ni la place d'une personne dans la société? Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de votre chaîne Santé SE Docteur TV, bonjour et soyez les bienvenus dans ce numéro de votre émission Les Jeunes en parlent. Aujourd'hui, 13 juin 2026, et comme tous les ans, le monde s'active autour de cette journée internationale qui est consacrée à la sensibilisation sur l'albinisme. Elle n'est ni une maladie, ni une malédiction, ni un mystère, mais c'est juste une réalité génétique. Et pourtant, les mythes, les discriminations persistent. Aujourd'hui, dans votre émission préférée, nous accueillons pour vous des personnes qui vivent tout cela au jour le jour, qui viennent pour nous sensibiliser et aussi pour nous dire qu'en seule et qu'une seule phrase, ils ont leur place dans le monde et ils ont également des droits humains que nous devons respecter. Soyez encore une fois les bienvenus et restez branchés parce que assurément, vous allez apprendre énormément de choses. Je le disais tantôt, nous sommes avec les membres de l'association nationale qui travaille donc avec des personnes qui vivent avec l'albinisme au Togo, l'ANAT, et essentiellement leur responsable genre et inclusion, Madame Rebecca Mawena Binga. Bonjour Rebecca. Bonjour Docas. Comment ça va? Je me porte bien et toi? Ça va super bien. Merci beaucoup encore une fois de nous rejoindre sur ce plateau. C'est un plaisir pour nous. Et nous accueillons également Madame Angèle Adjo Akbonja, qui est également une membre de cette association. Bonjour Madame Angèle. Bonjour Docas. Comment ça va? Très bien. C'est la première fois de vous recevoir sur notre plateau et nous sommes très honorés. Merci beaucoup d'avoir accepté. Super ravie Alors, je pense que ça, Rebecca, je connais un peu l'histoire de Rebecca. Alors, comment toi, tu as vécu ton insertion en tant qu'une personne qui porte une réalité génétique ou une distinction génétique? C'est à partir de quel âge tu avais l'impression d'être différent des autres, surtout au travers de leur regard, de leur comportement avec toi, et comment tu l'as vécu? D'accord. Moi, bon, je dirais que jusqu'à l'âge de 4 ans, 5 ans, je ne me rendais toujours pas compte que j'étais un peu différente des autres. Parce que dès le bas âge, à la maison, avec les cousins, les cousines, on s'amusait. Personne ne me disait que tu es différente. Donc, j'ai réalisé que j'étais différente lorsque ma mère criait « Ne va pas sur le soleil, quand tu sors avec les gens, reviens vite, ne fais pas tel, ne fais pas tel, ne fais pas... » Je me dis « Mais pourquoi est-ce que celui-là doit aller sur le soleil, moi je ne dois pas m'exposer ?» Tout ça me venait en tête. Mais toujours, même malgré ça, lorsque je regarde toujours ma peau, je me rends même compte que, comme à tant enfant, que j'étais différente, je voyais ça normal, que nous étions comme tous noirs, quoi. Et puis, tout ça a commencé lorsque j'étais en classe de CP1, que je suis allée à l'école. C'est là que j'ai un peu remarqué que, bon, les gens me traitaient un peu différemment. Pas forcément tout le monde, mais parce que déjà, je n'arrivais pas à bien voir au tableau. Donc, pour cela, ma mère a été interpellée et on m'a même, j'ai eu l'occasion d'avoir ma propre chaise et table devant. Mais lorsque je m'asseyais devant, il y avait un groupe de camarades là qui venaient, bon, disons, rester à l'entrée de notre classe. Ce n'étaient pas les élèves de notre classe, mais ils venaient. Les gens, regardez, l'autre, elle ne voit pas bien, elle est encore devant, elle est devant, mais est-ce qu'elle voit là-bas? Elles font ça, mais c'était encore des élèves du coup primaire? C'était des élèves du coup primaire d'une autre classe qui venaient m'embêter. Donc, je me demandais, pourquoi est-ce que moi, je ne peux pas voir comme tous? Pourquoi est-ce que, pourquoi? C'est là que je me suis rendu compte que, bon, peut-être que ma réalité est un peu différente de ces personnes-là. Donc, bon, moi, je dirais que ma mère, surtout ma famille m'a beaucoup soutenue dans ça. Et puis, bon, ils me disaient que tu n'es pas différente de ces juste qui sont jaloux de toi. Absolument. Donc, lorsque je grandissais, mais peu importe ce que les gens disaient, je disais qu'ils sont jaloux de moi. Parce que je me souviens même que j'avais mon CPD. Et puis, il y a quelqu'un qui dit, toi aussi, tu ne vois pas bien, mais tu as eu ton CPD. Mais le jour-là, ça ne m'a pas du tout affecté parce que ma mère m'a dit qu'il était jaloux de moi. Parce que lui n'avait pas eu son CPD. Donc, j'ai aussi cru ça. Donc, je dirais que moi, dans la société, j'ai évolué comme ça. Mais grâce au soutien de la famille, je ne me suis jamais sentie tellement... Bon, même si les gens font ça de voir, je me dis, peut-être qu'ils seraient informés, peut-être qu'ils sont jaloux de moi. Absolument. Ouais. Alors, Rebecca, tu le prends aussi comme ça, comme de la jalousie, lorsque tu remarques qu'il y a des personnes qui te traitent différemment juste à cause de la couleur de ta peau? Aujourd'hui ou dans l'enfance? Dans l'enfance. Ok. Dans mes souvenirs,
Dans l'enfance, bon, je ne le prenais pas comme ça. Mais je le prenais comme il n'arrivait pas à ma hauteur. Pourquoi? Parce que moi, lorsque j'étais petite, voilà, à chaque fois qu'il y avait les discriminations, ma maman m'a fait savoir que ce n'était pas normal lorsqu'on me discriminait. Donc, elle me disait toujours que non, tu vaux plus que, tu as plus de valeur que. Sinon, si tu n'avais pas plus de valeur que, il n'allait pas te discriminer. Absolument. Des fois, elle me dit, non, mais regarde la personne et regarde toi. Tu es brillante, tu travailles très bien à l'école, tu n'as rien à leur envier. Donc, honnêtement, lorsque ils sont en train de te discriminer, mets-toi en tête que non, tu as plus de valeur qu'eux. Absolument. Voilà. Ah ouais. Et bien, c'est vrai aussi que lorsqu'on parle des personnes qui vivent avec de l'albinisme, on dit souvent que ce sont des personnes qui sont un peu comme des demi-dieux. C'est toujours les mystères qui sont autour, hein. Que c'est des personnes qui sont extrêmement riches, des personnes qui sont très intelligentes, des personnes qui font ça. Est-ce que c'est en fonction de ça que vos parents vous disaient que vous avez beaucoup plus de hauteur? Est-ce qu'ils vous ont expliqué la particularité qui faisait ça? Ou bien c'est juste, encore une fois, confirmer ce mythe-là qui prédispose des personnes qui ont de l'albinisme à être des génies, des demi-dieux, qui sont très intelligents, qui ont des super pouvoirs, etc. Je dirais que non, lorsque les parents nous disaient ça, ce n'était pas dans le sens de confirmer que nous étions des demi-dieux, des génies et autres. Mais le parent s'est basé sur nos capacités pour nous dire ce genre de choses. Parce que moi, déjà, toute petite, à l'école, je travaillais. Et ma mère l'avait remarqué. Mais même au début, ce n'était pas ça. Au début, Angèle en a parlé. Au CP1, on disait que je n'étais pas intelligente. Tout juste parce que moi, j'étais derrière et que je ne voyais pas très bien ce qui était écrit au tableau. Donc, on avait dit à mon père que non, que sa fille n'était pas intelligente. Et là, mon papa est allé me prendre un répétiteur. C'est au CP2 que j'ai pu dire que non, c'est parce que je ne voyais pas très bien ce qui est mis au tableau. C'est en ce moment qu'on m'a affecté un bon qu'on a placé un peu plus proche du tableau, mais ça n'aidait pas vraiment. C'était mieux qu'avant, mais je ne dirais pas que ça a réglé le problème à 100%. Donc, j'avais toujours mon répétiteur. Donc, comme j'avais déjà le répétiteur, je comprenais très bien. Donc, j'ai commencé par exceller à l'école. Et moi, ma maman, en se basant sur mes résultats, mes capacités et le fait que elle voyait que je n'étais pas différente, j'avais toutes les compétences et les capacités. Elle s'est dit, non, ce n'est pas normal qu'on discrimine mon enfant. Donc, pour faire que l'enfant ne se sente pas mal, parce que ces discriminations m'amenaient à m'isoler, m'amenaient à pleurer. Donc, pour que je ne me sente pas mal et pour hausser la confiance et l'estime que je devrais avoir en moi, elle me disait que non, que j'avais beaucoup de valeur et que c'est parce que j'avais beaucoup de valeur que c'est pour ça que il me discriminait. Disons que c'était pour me consoler. Absolument. Alors, est-ce que c'est vrai? Parce qu'il y a même des personnes qui subissent on les kidnappe, on fait des sacrifices avec eux parce qu'on se dit que voilà, ce sont des génies. En faisant ça, on pourrait prendre leur intelligence, leur sagesse. Est-ce que tout ce qu'on raconte autour de vous, surtout sur votre capacité intellectuelle, votre capacité financière et du fait que vous êtes la réincarnation de certaines divinités, est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas du tout vrai. Ce sont juste des mythes. Et je pense que dès le début, ceux qui ont initié ces choses-là, peut-être qu'ils n'ont pas compris ce que c'est que l'albinisme. Donc, ils pensaient automatiquement que, bon, quand lui est né comme ça, c'est un demi-dieu. Et peut-être aussi parce que peut-être qu'ils ont eu la chance de voir une personne atteinte d'albinisme exceller. Donc, ils ont automatiquement pensé que, waouh, si telle personne est comme ça, donc il va parler de la richesse. Donc, c'est ça des mythes construits autour de
la chose, quoi, ils n'ont pas compris ce qu'est l'albinisme. C'est pour cela que ces choses-là persistent. Sinon, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, Non, je c'est pense pas qu'il faut vrai. qu'on arrête quand même de Ouais. kidnapper. Ouais, De voilà. kidnapper les enfants, de les isoler, de les idolâtrer quelque part et surtout de permettre aux enfants et aux adolescents qui portent ce gène ou cette réalité de pouvoir vivre normalement comme toute autre personne. Alors, je pense que Angèle l'avait dit en amont, c'est parce que les personnes ne comprennent pas qu'ils vous traitent de la sorte. Alors, comment on peut comprendre l'albinisme si on veut le définir? D'accord. L'albinisme, c'est juste une condition héréditaire, c'est génétique et héréditaire, caractérisée par le manque de mélanine. Qu'est-ce que j'appelle par mélanine? C'est le pigment qui donne la coloration à la peau, à l'œil et aux cheveux. Donc, les personnes étant atteintes d'albinisme étant dépourvues de mélanine parce qu'elles n'en ont pas, ou bien parce qu'elles en ont en quantité insuffisante, se retrouvent avec une peau blanche, si je dois le dire comme ça, une peau blanche avec les cheveux un peu comme les cheveux d'Angèle qui sont là-bas et des yeux qui sont de différentes couleurs. Et ces yeux-là, souvent, n'arrêtent pas de bouger. Ok. Et lorsque ça n'arrête pas de bouger, tout le temps, je peux enlever mes verres. Je ne sais pas si les gens... Voilà, là, c'est... Tu as bien vu maintenant. Donc, ça n'arrête pas de bouger. Et ça amène la personne maintenant à ne pas bien voir de loin. C'est ce que l'albinisme cause en termes visuels. Maintenant, pour la peau, étant donné que la personne sort avec la peau blanche, qu'est-ce qui arrive? La peau ne supporte pas les rayons ultraviolets du soleil. Donc, ce qui fait finalement que une forte exposition de la peau au soleil amène des brûlures, après ça donne des taches, la plaie, et plus on ne protège pas la peau, plus à la longue, la personne aura le cancer de la peau. Okay. Donc, c'est ça. Maintenant, comment on est atteint d'albinisme? Ça provient des deux parents. Ok. Ça voudrait dire, prenons l'exemple de la drépanocytose. Lorsqu'un parent est AS et la maman est AS, il y a possibilité que parmi les enfants, il y ait AA, AS, SS. Oui. Vous voyez. Donc, le SS là, c'est l'enfant atteint d'albinisme. Le AS, c'est l'enfant qui a le gène, mais ne manifeste pas l'albinisme et qui pourrait transmettre le gène à son enfant plus tard. Et le AA, bon, c'est l'enfant qui n'a même pas le gène. Okay. Donc, si les deux parents ont le gène de l'albinisme, au moment où ils ont un enfant, l'enfant peut sortir atteint d'albinisme. Et vous verrez que pour d'autres enfants, le gène est là, mais ne se manifeste pas. Et nous-mêmes, ou bien les parents, l'enfant même ne saura pas. C'est pour cela que vous allez voir dans les familles des personnes atteintes d'albinisme, certains enfants atteints d'albinisme et d'autres non. Qui ne le sauront pas. Oui. Et moi, dans mon exemple, je suis la seule. Tous les enfants que j'ai, tous mes frères et sœurs n'ont pas ma couleur de peau. Ok. Oui. Angèle, c'est la même chose chez toi aussi? Moi, dans ma famille, il y a plusieurs personnes atteintes d'albinisme. Ok. Donc, disons que dans nos... Bon, la famille est élargie. Hein. Oui. Même mon papa. Mais c'est que moi, je suis la seule à être totalement blanche, comme ça. Donc, sinon, dans ma famille, il y a plusieurs personnes atteintes d'albinisme. Les cousins, les parents éloignés. Ou bien. Donc, si on fouille bien dans ma famille paternelle, il y a toujours une personne atteinte d'albinisme. Toujours. Ouais. Et du côté de la maman? Non, du côté de la maman, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Bon, ça veut dire, comme a dit Rebecca, ça veut dire qu'ils portent forcément un gène, mais bon, pas celui qui... C'est que lorsqu'ils vont aller rencontrer quelqu'un aussi qui porte le gène, qui va donner des enfants, qui vont porter donc l'albinisme. Alors, est-ce que ça te dérange d'être la seule parmi tes frères et sœurs? Là, tu imagines, on convoque une réunion familiale, tu es la seule qui est totalement différente.
Est-ce que ça te dérange? Est-ce que des fois tu te sens différent, mais tu as l'impression de ne pas appartenir à la famille? Honnêtement, non. Ok. Non. Bon, si je dis je suis la seule, même dans la famille élargie, côté père, côté mère, il n'y en a pas. Ah bon? Oui, il n'y en a pas. Peut-être que avant, étant donné que c'est héréditaire, peut-être que avant, il y en avait. Mais ceux qui sont vivants avant que je ne naisse ne m'ont jamais dit que non, que il y a quelqu'un qui était atteint d'albinisme avant. Il n'y avait pas. Et c'était aussi assez facile pour tes parents de le comprendre comme ça, parce que je me dis, bon, Angèle, à quelque part, les parents vont l'accepter. Parce qu'il ne faut pas aussi oublier qu'il y a des enfants qui sont rejetés de leur famille, hein, dès qu'ils voient que l'enfant a une coloration différente. Le papa va dire que ce n'est pas mon enfant, parce que chez moi, il n'y en a pas. À plus forte raison que chez toi, justement, il n'y en a pas. Comment ta maman, hein, t'a décrit comment elle a vécu ça? Est-ce qu'elle s'est dit que, ok, est-ce qu'elle s'était préparée ou est-ce que c'était difficile pour elle, si ce n'est pas personnel, bien sûr? L'histoire de ma maman, elle m'avait dit qu'avant ma naissance, elle avait rencontré un enfant atteint d'albinisme. Okay. Et puis, elle lui a dit, oh, petit enfant, genre, elle a dit, je vais aller en éveil. Elle a dit, oh, yovo, mavado domino madia. Ah! Elle raconte ça. Elle dit, qu'elle a dit ça? Wow. Et puis, il y a sa grande soeur qui était à côté, lui a demandé, oh, il te plaît? Et elle lui a répondu, oui, moi j'aime bien, parce que c'est un enfant, comme tout autre enfant. Wow. Oui, c'est ce qu'elle lui avait répondu. Donc, lorsque elle m'a mise au monde, elle a dit, en vérité, elle a pleuré. Okay. Elle a pleuré, pourquoi? Parce qu'elle est témoin des discriminations, des choses qu'on fait à l'endroit des personnes atteintes d'albinisme. Donc, ça lui a fait pleurer. Et elle avait même dit que mon papa, à l'époque, avait dit, moi, il s'est mis comme ça, moi, il a appelé son nom. Bon, mon nom de famille, c'est Binga. Donc, moi, Binga, je mets une femme enceinte et je mets cette chose au monde. Donc, elle m'avait dit que à l'époque, mon papa l'avait dit. Et même, elle m'avait aussi raconté que dans la famille, il se disait que non, qu'on a mis une enfant maudite au monde. Mais à la longue, lorsque j'ai commencé par grandir, et dans mes souvenirs, lorsque j'ai commencé par fréquenter, à cause de mes résultats scolaires, mon papa m'aimait tellement. Je vous assure que mon petit frère même qui m'a suivi, qui n'est pas atteint d'albinisme, mon papa ne l'aimait pas autant comme ça. Les parents sont toujours comme ça. Tant que tu travailles à l'école, tu deviens la préférée. Donc, c'était comme ça. Mais honnêtement, dans la famille, il y a les préjugés, il y a de ces discriminations-là, il y a les gens qui ne comprennent pas ce que c'est vraiment que l'albinisme. Et moi, le soutien que j'ai eu le plus venait des parents, surtout de ma mère. Absolument. Alors, est-ce qu'il y a une différence énorme entre vous et les personnes blanches, c'est-à-dire les Européens, des personnes aussi qui ont la peau claire? À part peut-être les yeux qui bougent, est-ce qu'il y a une différence particulière entre vous? Oui, je pense qu'il y en a. Bon, en termes de génétiquement parlant, ils ne sont pas atteints d'albinisme. Eux, ils sont blancs, parce qu'ils sont de la race blanche. Comme les Africains sont de la race noire, ils sont de la race blanche. Mais c'est parce qu'il y a un manque de mélanine chez nous, qu'on n'est pas, un peu comme vous, qu'on est blanche. Mais je pense qu'en Europe, il y a aussi des cas. Parmi les blancs aussi, il y a les personnes atteintes d'albinisme. Juste qu'ils sont tous blancs, donc on ne le remarque pas en fait. Non, est-ce que vous êtes de la race noire ou de la race blanche? Bon, naturellement, je suis de la race blanche et noire, par exemple. Non, juste pour te taquiner. Oui, allez-y. Pour appuyer ce que Angèle disait, tout part de la mélanine. Plus tu as de mélanine dans ton corps, plus la peau s'assombrit. C'est comme ça. Donc, pour les personnes, pour les blancs également,
je pense que de ce côté, la seule différence entre eux et nous, c'est qu'ils en ont plus que nous, leur Ok. permettant de faire aussi face aux rayons du soleil, les yeux, vous voyez leur couleur de cheveux et aussi. Et vous allez voir, comme Angèle le disait, il y a des personnes atteintes d'albinisme qui sont issues de deux blancs également. Donc, ça existe aussi. Et même aujourd'hui, nous mettons la crème solaire pour nous protéger contre le soleil. Oui. Les blancs le font également pour se protéger aussi contre le soleil. Sauf que dans notre cas, c'est un peu plus extrême. Donc, Par rapport à eux. Alors, je pense qu'il y a des fois aussi, on vous appelle albinos, etc. Est-ce que vous trouvez que c'est dégradant lorsqu'on vous appelle albinos? Ouais, parce que c'est péjoratif, parce que c'est un peu comme dans nos langues locales, on appelle les noms comme Agbeliti, Meyovo, Degé, les soucis. C'est pas normal. Par exemple, si on veut désigner les personnes atteintes d'albinisme en général, on dit les personnes atteintes d'albinisme. Mais on trouve que c'est pas normal que, par exemple, Rebecca passe, et puis moi, étant, disons, noire, je dis albinos, viens. Alors que je pourrais tout simplement dire tata. Mais si je n'arrive pas à dire tata, je pourrais dire Dayovo. Mais je dis albinos. Mais c'est un peu, ça gêne. Mais Dayovo, ça me dérange pas. Dayovo, peut-être qu'il y a beaucoup de tata là-bas. Oui. Donc, on dit que c'est elle a aussi une particularité. Donc, on dit Dayovo, ça ne dérange pas. Mais quand la personne dit albinos, c'est péjoratif. Agbeliti, mais ça veut dire genre un blanc du champ de manioc. Alors que la personne n'est pas née dans le champ de manioc. Ah, ça c'est méchant. Alors, lorsqu'on vous appelle comme ça, personnellement, est-ce que vous tournez pour répondre à la personne, vous passez votre route, comment vous réagissez? Parce que assurément, il y aura forcément ça, et avec les enfants aussi qui ne comprennent pas, vous passez, ils commencent pas à crier, etc. et tout. Comment vous réagissez le plus souvent? Je vais dire l'avant et l'après. L'après. Lorsque j'étais petite et on me discriminait, lorsque je passais avec ma maman, elle se retournait et répondait. Elle conscientisait, elle disait, mais des fois, parce que ce sont les personnes adultes qui le faisaient. Donc, elle disait, mais toi, grand comme ça, tu vas voir ta petite soeur et commencer par l'insulter, te moquer de lui, te moquer d'elle. Est-ce que c'est bon? Donc, elle posait ce genre de questions. Donc, comme dans ma tête aussi, ça me montrait en même temps que ce n'était pas bien. Lorsque j'étais petite, en passant, si on m'appelle Agbeliti Meyovo, je me retourne, je réponds. Je réponds à la personne. Et même des fois, les personnes se fâchent que non, pourquoi tu es petite comme ça? Tu commences pas à nous répondre, tu ne devrais pas. Je répondais. Mais en grandissant, j'ai arrêté. Sauf que dans l'adolescence, c'était un peu frustrant. Donc, si en chemin, je n'arrivais pas à répondre à la maison, je pleurais. Je pleurais. Mais maintenant, je ne réponds plus. Et si un jour, vous me voyez en chemin répondre à quelqu'un, c'est soit le jour là, moi-même, je me suis levée là, le pied gauche. Voilà, exactement, c'est ce qui va faire que je vais répondre. Mais honnêtement, ces discriminations, ces moqueries font mal. Ah oui. Ce sont des choses qui amènent la personne atteinte d'albinisme à s'isoler. C'est quelque chose qui fait que tu as une faible estime et faible confiance de soi. Et c'est vraiment déplorable parce que aujourd'hui, lorsque tu n'as pas l'estime de soi, lorsque tu n'as pas la confiance en soi, tu ne pourras pas vivre en société. Et ça fait que des fois, avant de sortir, tu réfléchis à 2 fois avant de mettre pied dehors. Est-ce que si je sors aujourd'hui, est-ce qu'on ne va pas se moquer de moi? Comment est-ce que j'allais agir? Donc,
à tout ça là, tu réfléchis même. Tu réfléchis beaucoup. Mais est-ce que lorsque vous grandissez, est-ce que vous avez l'impression que les discriminations diminuent? Lorsque vous discutez peut-être avec votre cercle, est-ce que vous arrivez à faire des amis, hein? Pas forcément Rebecca, mais des personnes qui ne sont pas de la même couleur de peau? Est-ce que c'est facile de vous entendre avec eux, de marcher? Mais est-ce que vous avez l'impression que les discriminations vous poursuivent au fur et à mesure que vous grandissez? Là, je dirais que ça dépend de l'entourage. Ok. Ça dépend des personnes avec qui on vit au jour le jour, en fait. Donc, par exemple, si on prend le cas de toute personne, bon, par exemple, le met ici, bon, il y aura toujours quelqu'un qui ne comprend pas l'albinisme. Mais par exemple, si je prends l'exemple de mes amis, ceux avec qui je remarque qu'ils ne sont pas atteints d'albinisme, il y en a plusieurs. Il y a un même qui m'a touché une fois, dit, Angèle, tu sais quoi? C'est la première fois que je touche une personne atteinte d'albinisme, mais ça dit que je t'avais touché pour voir si ça te fait mal. Ça dit que dans sa tête, dans sa maison, on lui disait que si tu touches une personne atteinte d'albinisme, ça va faire mal. Okay. Donc, elle m'a touchée pour me dire honnêtement, je t'ai touché pour voir si ça te fait mal. Ça dit qu'elle est curieuse. Donc, les discriminations là ne se font pas voir immédiatement lorsque vous parlez et autres. C'est dans la société en général parce que c'est bon, on sait qu'il y a des sensibilisations et c'est aussi un peu difficile pour quelqu'un maintenant de s'asseoir et puis te dire, toi, tu peux être mon ami. Ces personnes aussi existent, mais moi, jamais, il y en a. Mais dans ça dépend aussi de ceux avec qui, voilà. Vous marchez tout le temps. Alors, quels sont les principaux défis que vous rencontrez lorsqu'on parle des défis en termes de santé, des défis en termes d'inclusion, des défis également en termes d'insertion professionnelle ou des défis également sur le plan scolaire et éducatif? Quels sont les différents défis qu'une personne atteinte d'albinisme peut rencontrer tout au long de sa vie? Okay. Pour le défi de la santé, comme dit plus tôt, la peau est sensible aux rayons ultraviolets. Donc, la personne atteinte d'albinisme est obligée de se protéger tout le temps. Puisqu'on côtoie à chaque fois le soleil, on va tout le temps. Le soleil fait partie de notre quotidien. Oui. Donc, la personne atteinte d'albinisme est obligée, avant d'aller sous le soleil, passer la crème solaire. Même si c'est fait chaud, tu passes la crème solaire. Ou soit tu mets les kits de protection solaire, à savoir le chapeau à bord large. Tu mets les verres, soit correcteurs ou bien les lunettes fumées. Tu portes un manche long, un habit manche long, pantalon avant de sortir. Moi, des fois même, je prends un parapluie avant de sortir sous le soleil. Il faut faire en sorte que le soleil te frappe le moins possible. Lorsque tu veux sortir, te balader et autres. Donc, il faut éviter une longue exposition solaire. Même avec ces protections-là, il faut éviter. Même avec la crème solaire, il faut éviter de s'exposer longtemps sous le soleil. Maintenant, en termes des yeux, c'est juste que la personne ne voit pas très bien de loin. Donc, il va falloir des verres correcteurs pour un peu améliorer ce côté-là. En termes de l'éducation, c'est la discrimination. Bon, je sais que ça va aussi dans le domaine social, mais à l'école aussi, il y a la discrimination. La discrimination venant des enseignants, des élèves. Et la personne se retrouve au milieu tout seul. Donc, c'est un peu compliqué. Non seulement tu es déjà peut-être derrière, tu ne vois pas très bien ce qui est mis au tableau, ou même des fois tu es devant, c'est un peu difficile pour toi d'étudier à cause des problèmes visuels. Mais à côté aussi, les encadrants, les élèves démotivent. Et ça fait que beaucoup laissent les études par après. Aujourd'hui, lorsque vous allez, vous faites l'enquête, vous allez vous remarquer que beaucoup ont vraiment laissé tomber les études. Pire, lorsqu'on vient même au campus, la taille de la police des épreuves. Ah oui, c'est vrai. Est-ce qu'on fait des épreuves spéciales pour les examens comme le CPD, le baccalauréat, ou bien c'est le même type d'épreuves qu'on vous distribue? Même type. Bon, lorsque moi j'avais fréquenté, c'était les mêmes types.
D'accord. Même type, même taille. Au campus également, même type, même taille. Ça n'avantage pas vraiment parce que tu fais plus d'efforts pour lire. pour lire et tu as les mots de tête. Mhm. Dans la société, ça autre, c'est un peu plus compliqué. Puisque on parle de discrimination, moquerie, mais ce sont seulement des mots. Mhm. Si je vais aller en profondeur, tu te retrouves avec des personnes qui te disent, une revendeuse qui te disent, avant que tu n'achètes à manger, tu dois apporter ton assiette. L'assiette pour toi, ton propre assiette. Que tu dois l'apporter. Tu te retrouves avec des personnes dans un taxi qui disent non, tu es atteinte d'albinisme. Si tu prends le taxi, je ne prends plus. Ah bon? Et le taximan est obligé, lui aussi cherche l'argent, il va pas à cause de toi, va refuser de dire ok, bon, faut partir. Oui, tu te retrouves avec des personnes que tu veux approcher, mais qui s'éloignent, qui ne veulent pas que tu les touches. Tu te retrouves avec ces genres de personnes. Tu te retrouves avec des personnes qui te disent, ça fait combien? Voilà. Peut-être qu'ils ne savent pas, hein, mais ça fait trop mal. Ça fait combien? Est-ce que tu vois? Tu vois ce que je suis en train de faire? Reste ici, moi je vais être là-bas. Je vais te montrer du doigt, les doigts, le nom. Ça fait combien? Tu vois ces personnes-là. Même c'était le jeudi. Le jeudi, on avait fait une sensibilisation sur l'albinisme lors d'un atelier. Donc, les autres étaient déjà partis, mais j'étais dans la salle. Et il y avait une dame qui rentrait. La dame est entrée et il y a un autre qui lui disait, est-ce que tu as vu notre Blanche? Elle passait à côté de moi. Donc, elle a demandé en même temps, est-ce que c'est toi qui l'as invitée? Et l'autre lui disait, non, mais est-ce que tu vois, c'est notre Blanche. Hein. Et puis, elle dit sur un ton dédaigneux et plein d'arrogance, mais celle-là, c'est pas une Blanche. Je vais en Europe, je côtoie des Blancs. Celle-là, c'est pas une Blanche. Mais sur un ton, si vous l'écoutez, c'est touchant. Mais je ne lui ai rien dit. J'ai dit, c'est pas la peine. Je ne lui ai rien dit du tout. Et maintenant, lorsque je vais du côté professionnel, à l'école, tu fais tout ton possible avec les difficultés, discrimination, problème Dieu. Tu fais tout ton possible. Tu as ton diplôme. Tu viens. On te juge par rapport à la couleur de ta peau. On ne se cantonne pas sur tes capacités, tes compétences. On ne voit pas au-delà de la peau. En même temps, on voit la personne, on se dit qu'elle est incapable. Peu importe le diplôme que tu as, des fois même on pense qu'on t'a fait faveur. Donc, c'est vraiment difficile de s'insérer également de ce côté-là. Et même si tu te dis que tu vas faire l'entrepreneuriat aussi, à cause de ces problèmes, à cause du soleil et autres, il faut que tu fasses quelque chose qui va t'avantager ou bien quelque chose qui va faire que tu sois à l'ombre. Tu ne peux pas peut-être prendre Puata et aller vendre. C'est un peu compliqué. Et même des fois, ça amène certaines personnes à le faire et vous allez voir les problèmes de peau. Qui commencent. Ça fait quand même beaucoup de choses. Hein. Oui. Mais est-ce qu'on considère cela comme une maladie? Est-ce que lorsqu'une personne est atteinte d'albinisme, on va se dire que c'est une personne malade? Un peu comme les drépanocytaires qui sont peut-être des malades chroniques, etc. Et tout. Est-ce que c'est une maladie? Bon, l'albinisme n'est pas une maladie. C'est une condition génétique héréditaire. Donc, je pense qu'on va
Si on qualifie ça de maladie, c'est un peu comme on parle de VIH, de tel, quelque chose comme de contagieux en fait, ou bien maladie incurable, mais ce n'est pas ça. C'est une condition génétique, donc ce n'est pas une maladie. Et lorsque vous voyez... Oui, oui. Au fait, médicalement, du côté médical, l'albinisme est une maladie. C'est une anomalie du côté médical. Oui. Donc, lorsqu'on va chez le médecin aujourd'hui, il dira l'albinisme est une maladie. Mais socialement, nous préférons une condition. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit que c'est une maladie, déjà à cause de la méconnaissance, les gens n'arrivent pas à bien percevoir, donc ils se disent que tu es malade. Ça apporte encore plus de discrimination voilà. que ce qu'on avait avant. C'est pas faux. Et tout ces discriminations, tu vas dire, au-delà des discriminations, moi je vois quand même des défis qui sont beaucoup plus forts que ça lorsque je parle de l'éducation. Avoir les mêmes épreuves, soit des examens nationaux où il y a le temps qui est chronométré, etc. et tout. Comment vous vivez cela? Est-ce qu'il y a des surveillants qui vous aident particulièrement ou est-ce qu'on vous traite comme toute personne lambda? Bon, si on parle des examens de passage comme bon, 4e, second, ça, lorsque moi j'avais remarqué, parce que souvent dans les collèges, on copiait souvent les examens au tableau. Oui. On copie et puis on dit, vous avez 30 minutes, vous avez 1 heure de temps. Mais moi, je sais qu'avec les 30 minutes, je ne vais rien faire même. Donc moi, j'avais même personnellement approché le professeur, je lui dis, là où je suis là où vous avez écrit là, je ne peux pas composer. Est-ce que vous pourriez me donner la fiche que vous avez copiée? Parfois même, il y a des professeurs gentils qui me donnent la fiche. Il y a un jour, un professeur, il m'a pas donné la fiche. Il avait l'habitude de me donner la fiche. Je ne sais pas ce qui s'est passé le jour-là. Il est venu et puis il a copié le devoir au tableau. Et moi, j'étais derrière en fait. Et moi, je disais, monsieur, je ne vois pas ça de très loin. Peut-être que je peux voir le titre, les gros caractères, mais je ne vois pas le reste. Je ne vois pas bien, je vois flou. Est-ce que je peux avoir la fiche? Il me dit, toujours c'est toi qui me dérange. C'est quoi le truc? Ma fiche, c'est ta fiche. Il nous va donner la fiche alors qu'on n'avait qu'une heure de temps. Maintenant, quand il restait 30 minutes, on dit que ceux qui peuvent sortir, ceux qui ont fini peuvent sortir. Maintenant, il me donne la fiche que viens prendre. Parce que moi, j'étais assise, je ne faisais rien du tout. Il m'a appelé, je suis allée, j'ai pris la fiche. À sa grande surprise, l'épreuve était facile pour moi. Les gens se tuaient pour ça, mais bon. Moi, 20 minutes, moi, je suis pour faire ça. Donc, lorsque j'ai fini, plus tôt que l'heure, et je lui ai encore remis sa fiche, monsieur, j'ai fini. Il était choqué le jour, il a dit, comment tu as fini? Et je me suis dit, matin, donc, vous pensiez que je n'allais pas finir? Et je lui ai remis l'épreuve. Depuis ce jour, lorsqu'il vient, il fait une copie supplémentaire, il dit, je viens prendre. Je ne sais pas si c'est ça qu'il a battu, hein. Mais il y a aussi d'autres professeurs comme ça, lorsqu'ils viennent, ils finissent de copier, ils me rendent toujours la fiche. Mais lors des examens nationaux, comme Rebecca le disait, ce n'est pas le cas. Souvent, c'est juste ça. Moi, je me souviens même que lorsque moi j'ai passé le CPD, notre examen de dictée question, les questionnaires étaient copiés au tableau. Et je ne savais même pas comment m'y prendre parce que je ne connaissais pas les enseignants là même pour leur dire que je ne voyais pas parce que j'étais qu'une enfant en fait. J'étais obligée, Dieu merci, notre directeur d'établissement était là et puis il a dit bon, on va faire quelque chose comme ça. On était 2 par banc. Tu vas regarder chez ta camarade les questions et puis tu vas traiter. Et la camarade, heureusement pour moi aussi, était une camarade de classe. Okay. Et donc, on avait traité un peu à peu près quoi. Donc, moi, j'avais juste fait ça comme ça. Sinon, concernant la tête de police, franchement, il y a certaines matières là. Et lorsqu'on amène l'épreuve, même, c'est tellement petit. Et tu te dis, c'est pas que nous n'arrivons pas à voir l'écriture. On voit, mais on fait plus d'efforts pour lire. Ça fait plus de temps perdu. Donc, ça fait plus de temps perdu. Et puis, ça donne mal à la tête, franchement, oui, parfois. Je pense que c'est pas équitable. Oui, c'est pas équitable. Alors, Rebecca, en tant que responsable genre et inclusion, je pense même que cela vous convient de mener cette bataille. Est-ce qu'il y a des initiatives de plaidoyer qui sont faites au niveau du ministère de l'enseignement pour que lorsqu'on reçoit une personne qui est en situation qui est atteinte d'albinisme, qui passe les examens nationaux, qu'on puisse avoir des épreuves spéciales pour cette personne, qu'on puisse peut-être passer dans les salles et lui remettre ça, pour aussi lui donner cette chance-là de composer sur un point équitable. Est-ce qu'il y a des efforts de plaidoyer qui sont faits? Il y a beaucoup de plaidoyers qui sont faits dans tous nos domaines, dans santé, éducation et autres.
Et je sais qu'entre-temps, il y avait eu une autre circulaire qui était sortie provenant du ministre qui était présent durant cette année-là. Et cette note circulaire demandait à ce que on ajoute, je pense, quelques minutes de plus pour la personne atteinte d'albinisme. Parlait également de la taille, mais c'est l'ANAT qui a après vulgariser plus la note en montrant ça aux enseignants que non, qu'il y a cette note qui est là. Les enseignants disaient que eux, ils ne savaient pas et autres. Donc, c'était juste ça. Ah, c'était en quelle année? Je ne m'en souviens plus trop. Mais c'est pas effectif. En tout cas, ce que je sais, c'est que cette note ne s'appliquait pas au niveau de l'université. Ok, d'accord. Maintenant, l'université, au moins quand même à l'université, on distribue des épreuves. Je pense que c'est un peu différent. Moi, en tout cas, dans mon université, moi, on distribuait des épreuves, même si la taille de police ne sera pas la même chose pour vous à lire. Oui, à l'université, même à partir du collège, on distribue les épreuves. Oui. Mais la taille de la police de l'université, bon, j'ai fait la FASEG, la taille qui était sur l'épreuve comparée à la taille de l'épreuve du lycée, du collège, est trop petite. Ok. Cette taille-là est trop petite. Donc, c'est un peu... Tu fournis plus d'efforts que lorsque tu étais au collège ou bien lorsque tu étais au lycée. Est-ce que cette différence-là sont prises en charge lorsque vous faites vos consultations ophtalmologiques, lorsqu'on est en train de préparer vos verres médicaux? Est-ce qu'il prévoit aussi des verres qui peuvent zoomer les tailles de police, etc. et tout? Non. Non, il n'y a pas de verre pour cela. Et même dans nos interventions, vous allez remarquer que chaque personne atteinte d'albinisme a un degré d'acuité visuelle différent. Ici, par exemple, Angèle voit mieux que moi. Et c'est la même chose au niveau de la peau. Nous avons des couleurs de peau différentes, même si nous sommes atteints d'albinisme. Donc, au niveau de l'ophtalmologie, on prescrit les verres selon les besoins de la personne. Je n'utilise pas forcément les mêmes verres que Angèle. Mais pour zoomer, non, il n'y a pas. Soit c'est toi-même, tu achètes ta petite loupe. Ah ouais, c'est aussi des initiatives qu'il faut prendre pour pouvoir aider les personnes. Parce que je pense quand même que ça va être assez discriminatoire. Et au-delà des céphalées, il y a également cette douleur interne-là que la personne ne peut pas dire. Vous imaginez une épreuve et puis maintenant que toi tu veux voir, tu vois le scoring est en train d'écrire. Et si tu n'as pas une confiance en soi qui est vraiment élevée, tu vas te dire que bon, est-ce que ça sert encore de faire des efforts? À ce moment, je prenais le bic pour compter les zéros. Vous voyez? C'est compliqué de lire la somme qu'on a mis sur le bout. Ah, franchement, c'est pas évident. Hein. Mais malgré tout ça, vous êtes là. Vous vivez pleinement, vous respirez la joie. Et comme vos parents ont l'habitude de vous le dire, c'est parce que vous avez vraiment ce... Il y a, on dit dans la Bible, un esprit supérieur. Je ne sais pas comment je vais le dire, mais je vais prêter l'expression de la Bible. Cet esprit-là qui est vraiment supérieur, qui vous permet de braver les différents défis. Et lorsqu'on suit même les différences, mais la parole de Rebecca, il disait toujours avant et après. C'est qu'il y a quelque chose qui a changé. Qu'est-ce qui a changé? Quel était le shift là pour qu'il puisse y avoir une Rebecca d'avant et une Rebecca d'après qui réagit bien évidemment différemment par rapport à la perception de la population relativement à l'albinisme? Ok, disons que c'est en grandissant, j'en ai eu marre, honnêtement. J'en ai eu marre de tout le temps m'expliquer, tout le temps dire à une personne non, toi si grand, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça. Un moment, j'ai carrément laissé. Donc, j'ai préféré que les gens me jugent ou bien les gens voient par rapport à tout ce que je fais au lieu de parler. Et je me suis dit également que
si je veux sensibiliser ces personnes, amener ces personnes à comprendre ce que c'est que l'albinisme, ce n'est pas forcément le meilleur moyen. Parce que à la longue, ça amenait, lorsque je répondais, ça amenait les personnes à m'insulter. Et j'insultais en retour. Donc, à un moment donné, je me suis dit non, il faut que j'arrête carrément. Et même des fois, ça dépend de la manière dont la personne discrimine. Si je sais que cette personne, en le faisant, ne sait pas, je m'approche de la personne, je lui explique. Peut-être que la personne m'aborde en discutant avec moi et sort une phrase discriminatoire. En ce moment, je lui explique, je lui dis et autres, comment ça se passe et tout. Et aussi, j'ai dû beaucoup me renforcer. J'ai renforcé mes capacités parce que à un moment donné, j'étais devenue la Rebecca qui ne voulait plus sortir de chez elle. Viens, on s'en va à tel endroit. Je dis non, que je préfère rester toute seule parce que les gens vont aller me discriminer là-bas et autres. Mais quand même, j'ai dû renforcer mes capacités pour devenir la Rebecca qui parle de avant et d'après aujourd'hui. Et c'est très, très important. Hein. Alors, au-delà de tout, lorsque vous analysez le vote vécu dans la société aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y a des droits fondamentaux qui ne sont pas respectés pour les personnes qui sont atteintes d'albinisme? Est-ce qu'il y a certains de vos droits qui ne sont pas respectés? Je dirais que, bon, comme tout citoyen, nous avons les mêmes droits en fait. Mais c'est juste que côté discrimination, comme Rebecca l'a dit par exemple, tout le monde a droit à la sécurité, à la protection. Mais ça, c'est juste ce qui nous manque parce que lorsque tu dis que je suis en sécurité, alors que toi tu sors et il y a un groupe de personnes qui te harcèlent, tu n'es pas en sécurité. Absolument pas. Surtout parce que déjà, nous subissons les discriminations en tant que femmes. Et maintenant, en tant que femme atteinte d'albinisme, vous voyez que c'est une double discrimination. Absolument. Donc, triple même, parce que vous êtes jeune aussi. Ah, voilà. Merci. Et donc, dans ce cas-là, je dirais que franchement, ça persiste toujours. Ouais, voilà. Ah ouais, mais quand même, il faut essayer de se faire avec. Et comment vous pensez qu'on peut, qu'est-ce qu'on doit changer aujourd'hui? Si on va la poser la question comme ça, qu'est-ce qu'il faut changer aujourd'hui pour lutter contre ces discriminations et offrir vraiment un monde équitable à toutes ces personnes qui sont atteintes d'albinisme? Je pense que ce qui peut être changé, c'est la perception de l'albinisme, de comment les gens voient l'albinisme, comment les personnes le perçoivent. Et également, comment ces personnes réagissent par rapport à cela. Et c'est pour cela que nous faisons les sensibilisations. Parce qu'on se dit que c'est parce qu'on ne comprend pas qu'il y a ces réactions-là. Et même, il y a des noms que Angèle avait dit, Agbiliti, Meyovo et autres. C'est parce qu'au début, on ne comprenait pas. C'est pour cela qu'on avait sorti ces genres de noms. Donc, si on multiplie plus les sensibilisations pour amener les personnes à comprendre, ça serait très bien. Et aussi, lorsque vous parlez en termes de droits tout de suite, il y a également certains droits. L'accès à la santé, l'accès à l'éducation, l'accès à l'insertion sociale et également du côté professionnel. Tout ça là, c'est vraiment important parce que c'est pour cela que nous luttons. Puisque les personnes atteintes d'albinisme ont des droits spécifiques et des problèmes spécifiques liés à la santé. Donc, ce n'est pas l'accès comme je vais aller à l'hôpital et on va m'aider à guérir du paludisme, non. Mais c'est plutôt, je vais à l'hôpital, je peux me faire consulter, je peux me procurer la crème solaire qui est aujourd'hui à 20 000, 15 000. J'ai cette capacité-là. Je peux avoir des verres correcteurs. C'est ce que nous voulons en termes de droits. Je peux aller à l'école sans que mes camarades ne me discriminent. Je peux fréquenter, je peux faire les examens avec
la taille de la police plus grande. Je peux passer en chemin sans que quelqu'un ne me toise du doigt en m'appelant la sorcière. Absolument. Oui, c'est ce que nous voulons. Je peux aller déposer mon CV, aller à un entretien sans que on ne me demande: est-ce que tu penses honnêtement, dis-nous la vérité, avec ta peau, est-ce que tu penses que tu peux faire ce travail? Non, c'est ce que nous ne voulons pas. Donc, ce sont toutes des choses à améliorer aujourd'hui pour permettre aux personnes atteintes d'albinisme de vivre en harmonie et dans l'épanouissement. Absolument. Et aussi, hein, Angèle, quel pouvait être le rôle des parents? Je pense que vous avez été un modèle qui nous le disait. Comment les parents peuvent aussi accompagner leurs enfants, leurs jeunes, mais aussi les amis, les enfants de leurs collègues à mieux vivre cette condition génétique? Ouais, bon, comme on le sait tous, ce sont les éducateurs, nos parents. Donc, déjà, si les parents arrivent à rassurer les enfants, à ne pas les dissocier en fait à la maison, lui il est blanc, lui il est noir, si les parents ne tiennent pas des propos vraiment blessants, parce que je connais une personne atteinte d'albinisme comme ça, elle dit, lorsque ma maman se fâche, elle m'insulte et puis elle me dit: toi tu n'es qu'une malédiction pour moi. Mais alors que ça lui touche directement, parce que c'est sa maman en fait. Donc les parents sont ce sont nos parents quoi. Normalement les parents devaient nous soutenir, devaient donner confiance à leurs enfants en fait. Parce que bon, depuis l'enfance, si quelqu'un te discrimine, et puis tes parents à côté ne font rien, mais ta famille ne fait rien, c'est un peu comme parfois un petit peu normaliser ça pour dire que je suis vraiment une malédiction, ma mère même me rejette. Donc l'amour des parents, là, cette protection, la majeure partie de la protection doit venir des parents en fait. Donc si tu protèges bien ton enfant, je ne pense pas que les moqueries extérieures pourraient affecter sa vie au point où ils ne réussissent pas en fait. Voilà. Merci beaucoup Angèle, merci beaucoup Rebecca, ce fut une excellente émission et excellente journée à vous et aussi à nous. Quel pourrait être votre mot de fin? Le mot de fin, c'est premièrement remercier toutes les personnes qui nous suivent, mais également leur dire d'accepter tout le monde tel qu'il est. Et également, si ces personnes remarquent en chemin quelqu'un qui discrimine une personne atteinte d'albinisme, d'avoir cette capacité-là de sensibiliser la personne pour que la personne puisse arrêter. Et je pense que sans cela, ou bien sans cette discrimination-là, les personnes atteintes d'albinisme vivront mieux l'albinisme au quotidien. Merci. Merci beaucoup Rebecca et Angèle. Merci. Quel pourrait être peut-être ton mot de fin, ton mot de sensibilisation, un mot que tu auras personnellement à l'endroit soit des personnes atteintes d'albinisme, de leurs parents, de leurs sœurs, de leurs frères, de leurs amis, des employeurs, des enseignants ou je ne sais pas. Ok. Bon, premièrement, je vais commencer par les personnes atteintes d'albinisme elles-mêmes. Il faut que nous-mêmes nous assumions. Déjà, il faut accepter que tu n'es pas, bon, pas comme les autres, mais que tes conditions sont un peu particulières. Donc, il faut nous protéger. Il faut nous protéger aussi mentalement, en fait. Il faut que les parents arrivent à nous aider. Et disons que la société, il faut que, comme Rebecca le disait, si je passe maintenant et puis quelqu'un me lance un mot discriminatoire, une autre personne pourrait lui dire: ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Demain, il ne le fera plus, en fait. Parce que je ne serai plus obligée de lui dire: ce que tu m'as fait, ce n'est pas bien, en fait. Et concernant les employeurs, il faudrait vraiment qu'ils fassent de l'inclusion. Parce que, comme Rebecca a donné l'exemple, moi-même, je connais un PA qui même disait qu'il était allé à un stage et puis on a assigné les tâches à ses collègues et pas à lui. Et lui, il était là-bas. Lorsqu'il demandait pourquoi vous ne me donnez jamais rien à faire, mais je suis en stage, on lui dit: c'est à cause de ta peau, on ne sait pas si tu pourrais bien voir pour faire ce travail-là. Donc, automatiquement,
ça a vraiment diminué sa confiance tellement qu'il dit, je dis, si je prends mon truc et je vends 100 francs, c'est mieux que d'aller chez quelqu'un qui va m'insulter de la sorte et autres. Donc, j'aimerais dire à toute la population que les diversités de la couleur de la peau, c'est une richesse. Parce que si on dit les Africains sont tous noirs, on vient en Afrique, on voit des personnes avec la peau blanche. C'est une richesse à célébrer, pas un sujet de discrimination. D'accord. Oui, allez-y. Suite à ce que en regardant la caméra, ça serait très intéressant. Suite à ce que Angèle disait, bon, la manière dont nous arrivons à accueillir les Blancs lorsqu'ils viennent de l'Europe, prière de nous accueillir également de la même manière, parce que nous sommes vos Blancs, issus de vous-même. Merci. Merci beaucoup, Rebecca. En tout cas, donc finalement, vous acceptez que vous êtes nos Blancs. Donc, on va vous appeler maintenant Yovo et non pas ajouter le Akbeliti, mais là-dessus. Voilà, vous êtes nos Blancs et je pense que c'est très important de vous accueillir ici. Alors vraiment, très chers téléspectateurs, j'espère tout comme moi que vous avez apprécié découvrir une nouvelle facette de l'albinisme. Donc, vous l'aurez compris, l'albinisme, c'est une condition et cela ne définit en aucun cas la valeur d'une personne. En cette journée qui est consacrée à la sensibilisation, choisissons la connaissance plutôt que les préjugés, l'inclusion plutôt que l'exclusion et le respect plutôt que l'indifférence. Merci beaucoup de votre écoute et restez branchés sur les ondes de votre chaîne Santé SOS Docteur TV. En cette journée, la NAT vous invite dans ces locaux où il y a vraiment une journée porte ouverte. Si vous connaissez une personne qui est atteinte d'albinisme dans votre quartier, n'hésitez pas à l'adresser vers les locaux de la NAT pour qu'il puisse bénéficier des différents services qui lui seront proposés en cette journée. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas que votre santé et votre bien-être constituent notre priorité. À la prochaine.